Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je vais vous parler de la gestion des espaces verts dans le sens d'un respect de la ressource en eau. Je vais commencer par vous présenter un petit peu Plantécité si vous ne connaissez pas. Donc, c'est une association loi 1901 qui vient de fêter ses 10 ans cette année. C'est un centre technique dédié aux professionnels des espaces verts. On a pour vocation de faire de la mutualisation de connaissances scientifiques et techniques sur les problématiques des professionnels des espaces verts. Et quand cette ressource n'existe pas déjà, nous la produisons avec l'aide de partenaires. Donc c'est de l'expérimentation, de la recherche bibliographique ou même participation à des consortiums de recherche. Donc je vous disais, c'est une association, il faut adhérer pour bénéficier de manière exhaustive à tous les services que nous pouvons offrir. Donc je vous disais, c'est de la diffusion de connaissances, principalement de manière dématérialisée par notre site internet, sous forme de fiches de synthèse, de différentes bourses aux outils. Enfin, je vais vous en présenter beaucoup aujourd'hui. C'est également 5-6 journées techniques par an, une newsletter mensuelle, une publication papier tous les ans, et puis un service documentaire, une documentaliste à temps plein qui fait pour vous la veille sur les sujets propres aux espaces verts. Dans ma présentation, je vais aborder 3 sujets successifs, essentiellement les 2 autres, on verra si j'aurai tenu le temps nécessaire. Donc tout ça lié à l'eau. Je vais surtout vous parler de zéro pesticide. Après, je vais vous parler de zéro tuyau, de gestion alternative des eaux pluviales en lien avec le végétal. Comme on en a beaucoup parlé ce matin, j'ai fait le choix de moins en parler. Et puis, je vais vous parler aussi d'arrosage, donc vers peut-être la zéro coup d'eau. Avant d'aborder ces 3 aspects, je voudrais pointer du doigt quelque chose qui va être vraiment transversal dans tout ce que je vais vous présenter. C'est pas l'exclusivité, mais c'est très transversal. C'est le choix du végétal. Ça va être très important. Ça va être un levier d'action très important et fondamental. La bonne plante au bon endroit. Donc c'est à la fois le choix de la plante, mais aussi l'analyse du milieu, des conditions, des caractéristiques du territoire, de l'espace où le végétal va devoir être placé. Tout ça pour vous dire, enfin déjà vous donner des exemples. Par rapport aux zéro phyto, ça va être des plantes couvrantes qui vont être peut-être plus indiquées que des végétaux plus dressés. Par rapport au choix de l'eau, vous voyez que c'est évident, une plante adaptée à son milieu. Et même plus globalement dans la gestion, par rapport à son gabarit, au fait de devoir tailler ou ne pas tailler, par rapport aux conditions urbaines autour du gabarit, vraiment choisir la bonne plante, ça peut faire vraiment le jour et la nuit au niveau du coût de gestion. Tout ça, ça va se jouer énormément à la conception. Et donc là, au niveau de s'entourer de professionnels, ça vaut vraiment le coup de connaître quelqu'un qui connaît bien le végétal et les milieux inféodés. Un outil qu'on vous propose pour ça, c'est VGBase. C'est une base de données de végétaux. C'est une forme d'encyclopédie numérique que vous pouvez consulter sous différentes manières, qui est en développement continu. Une nouvelle version va sortir en janvier. Ça vous permet de consulter à la fois par plante les caractéristiques. Enfin, vous connaissez la plante, vous allez avoir une fiche technique avec toutes ces caractéristiques. Vous pouvez aussi interroger en fonction des caractéristiques que vous cherchez une espèce de portrait robot, ça va vous sortir une liste de plantes. Et puis il y a également une fonction qui sortira en janvier, où trouver la plante, où la voir dans des collections en espace vert, et où la trouver si vous souhaitez l'acheter. Donc on est en train d'avoir un partenariat avec beaucoup de producteurs en France pour savoir où elles sont disponibles, parce que malheureusement elles ne sont pas toujours disponibles. Je vais aborder maintenant le premier sujet, vers le zéro pesticide. Avec des éléments de contexte, je ne vais pas vous développer tout ce qui est sur cette diapo, c'est pour que vous ayez un petit peu une lecture parallèle. C'est à la fois du contexte et puis de la réglementation. Au niveau de la gestion des espaces verts, on sort depuis, on va dire, les années 90 sur quelque chose de très jardiné où les espaces verts n'avaient principalement, voire qu'une fonction esthétique. Et on va avoir un aspect multifonctionnel qui va arriver. Première chose importante, vers la fin des années 90, on va commencer à parler de gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même intensité de gestion en fonction des espaces où on se trouve. On va sectoriser la gestion, petit à petit même ça va se travailler dès la conception. Ceci pour une raison économique d'abord, des moyens constants voire qui baissent pour des surfaces qui augmentent fortement, et puis un bénéfice écologique associé, c'est qu'en lâchant prise sur la gestion, on va avoir un levier très fort sur un regain de biodiversité.
Courant des années 2000-2010, on va avoir une législation et aussi des démarches volontaires qui vont aller vers une réduction des produits phytosanitaires pour sécuriser les applicateurs, notamment, donc des questions de sécurité de travail, et puis d'impact, de retour, de prise de recul et de vouloir agir sur l'impact sur les milieux, sur l'environnement, et puis sur la santé. Et donc, tout dernièrement, on en a déjà parlé un tout petit peu ce matin. J'y reviendrai dans la séance de questions, si vous voulez qu'on précise, ou je vais peut-être prendre le temps maintenant. La loi Labbé qui interdit l'usage des pesticides dans les espaces publics à partir du 1er janvier 2017. Vous apportez quelques petites précisions sur le texte, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une interdiction totale. Et il y a des lectures du texte qui sont encore un petit peu hasardeuses et des choses qui ne sont pas complètement calées. Donc je vais vous dire ce que dit le texte, et puis vous verrez que ça renvoie après vers certains cas de jurisprudence qui viendront à l'avenir. Donc la loi Labbé, en fait, interdit l'usage des produits phytosanitaires sur les espaces dont la maîtrise d'ouvrage est publique et dont l'usage est public. Donc vous pouvez être en maîtrise d'ouvrage public avec des espaces qui ne sont pas ouverts au public, et ça pourrait être autorisé. Voilà, il faut les deux combiner. Et après, sur les dénominations des espaces, il s'agit des espaces verts, promenades, forêts et voiries, avec une exception pour les voiries en cas de danger sécuritaire important pour le personnel qui intervient. Une dérogation est possible. Après, sur les trois premières catégories que je vous ai données, espaces verts, promenades et forêts, on ne sait pas forcément tout ce que ça recouvre, et justement, par rapport aux cimetières et aux terrains sportifs, on ne sait pas encore s'ils sont concernés ou non. Et voilà, une foire aux questions est prévue pour la semaine prochaine, émanant du ministère, mais elle aura juste une valeur informative et non pas réglementaire. Donc voilà, nous verrons par la suite, et donc il y aura des cas de jurisprudence qui joueront, donc faisons appel à la prudence. Quel levier d'action pour réduire l'usage des herbicides, parce que 90-95% des pesticides utilisés en espace vert, c'est des herbicides. Donc tout de suite, on va arrêter le sujet là-dessus principalement. Il va falloir développer des approches combinatoires que je vais vous présenter par la suite, changer de regard sur la flore spontanée, accompagner le changement et planifier la gestion, mieux gérer en préventif la flore spontanée, donc une reconception de l'espace ou une prise en compte dès la conception pour des travaux neufs. Et enfin, si jamais on est toujours obligé d'intervenir, si on veut enlever le végétal, quelles sont les solutions alternatives et les bonnes pratiques. Changer de regard sur la flore spontanée, donc là je renvoie vers une étude et des outils que vous pouvez trouver en ligne sur notre site internet et puis sur le site Ecophytos et d'Enapro que je vous présenterai après. Donc ça a fait l'objet d'un financement Ecophyto zone non agricole. Donc c'est un projet qui a eu lieu vers 2010, qui a fait intervenir à la fois de la sociologie, de la botanique et puis de la communication. C'est une réalisation qu'on a déléguée, il y a eu un appel d'offres, donc c'était une équipe pluridisciplinaire qui est intervenue. Le but, c'était de comprendre la perception de la flore spontanée pour ensuite mieux sensibiliser la population et construire des messages adaptés. Les résultats principaux, parce que c'est très très riche, ce dont on s'est aperçu, puisqu'il y a eu par exemple des balades urbaines organisées avec des usagers, c'est que finalement les citadins, ils ont une relation assez lointaine avec la végétation de la ville. Le communicant de l'équipe nous disait, finalement, c'est pas un problème, c'est presque un non-problème. Donc quand vous allez devoir communiquer derrière, il va falloir communiquer sur d'autres aspects. C'est pas un sujet suffisamment important pour communiquer seul dessus. Donc parler de nature en ville, de biodiversité par exemple. Après, au niveau de ce que ça évoque, c'est des référentiels du souvenir, de l'affectif, et ça ne renvoie pas du tout vers ce qui est réellement observé sur la plante elle-même. Donc voilà, vous pouvez voir différentes évocations. Et puis il va y avoir une perception qui va être différente selon que vous êtes sur un micro ou un macro-habitat. Le micro-habitat, ça va être le pied de lampadaire par exemple, et puis le macro-habitat, ça va être un paysage beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert dans un parc, où vous n'avez pas la même échelle de vision, donc vous n'avez pas du tout la même perception. Ça paraît évident quand on le dit, mais voilà, il faut le savoir après quand on intervient espace par espace. Et donc, quand je manque de temps, je vais aller très vite là-dessus, mais pour vous dire que dans ce qui est produit et qui est à votre disposition gratuitement sur les sites internet, c'est de vous donner donc des éléments sur ces résultats. Et puis, il y a toute
on a collecté beaucoup d'éléments de communication existants, notamment la ville de Strasbourg qui intervenait juste avant, pour vous donner des outils et puis des manœuvres, des pistes pour mener vous-même votre campagne de communication. Il reste 5 minutes. Ouh là là, ouais, je suis très très mauvais sur le temps alors. Communiquer, il va falloir accompagner la démarche aussi. Un des leviers possibles, donc je vous donne cet exemple d'un programme qu'on mène de sciences participatives qui crée de la connaissance, mais qui permet aussi d'être pédagogique, où en fait c'est d'aller voir quelle est la flore spontanée qui se réinstalle en ville. Ça va permettre d'ouvrir un autre regard que simplement de voir la mauvaise herbe qu'on n'aimait pas au début, et de monitorer tout ce qui se passe à côté. L'accompagnement, ça va être aussi de réutiliser le plan de désherbage qui classiquement était calé sur l'usage de produits chimiques, mais qui peut tout à fait s'utiliser pour toutes les pratiques de désherbage si vous devez encore y venir. La base de la démarche, c'est de cartographier, de sectoriser. C'est tout à fait en adéquation avec la gestion différenciée dont je vous parlais. Et donc, c'est de définir un plan de gestion en fonction des différentes catégories d'espace. Ensuite, mieux gérer en préventif la flore spontanée. Donc, il va y avoir l'action par la conception. Vous pouvez tout à fait revenir à du revêtement. Je sais bien qu'il faut essayer de rendre les sols perméables. Moi-même, agronome, je vais plaider pour ça. Mais ponctuellement, vous pouvez tout à fait rester sur de l'imperméable. Ça va rendre bien des services. Sinon, pour revenir sur le végétal, le plus important, les plants de couvre-sol, l'enherbement spontané, des aires sablées, ou même intervenir directement en accélérant les choses en semant. Sur de la gestion préventive en fonction des espaces, ça va être l'utilisation de différents paillages, je ne vais pas tous les développer. Et puis, sur l'entretien des revêtements, ça va être un maintien en bon état, ou même réintervenir ponctuellement pour colmater les fissures, rejointer, assurer une continuité de revêtement, parce que c'est là que le végétal va venir, et puis ça va être d'éliminer la matière organique accumulée. Ensuite, si vous devez en venir à du désherbage, vous avez l'option de la gestion des couverts enherbés, soit de l'éco-pâturage, où ça va être moins cher que de la tonte. Il va y avoir un intérêt aussi au niveau biodiversité, parce que vous n'intervenez pas sur un temps court en tondant tout. Ça va avoir un impact sur la faune important. Là, le pâturage est réparti, donc voilà, ça ne donne pas du tout la même chose en termes de flore et de faune qui va rester sur le site. Et puis, ça va être du fauchage raisonné, toujours en gestion différenciée. Vous pouvez gérer les hauteurs de coupe, baisser la fréquence, gérer vos dates d'intervention, et puis faire des espaces de cheminement où là, vous tondez plus souvent, mais ce n'est pas forcément des surfaces très importantes. Enfin, si vous devez vraiment éliminer le végétal, vous avez différentes techniques alternatives, manuel mécanique, thermique eau ou thermique flamme. Et il y a eu une étude sur la comparaison technique, économique et puis aussi analyse cycle de vie, étude Compamed, Zedena, que vous pouvez retrouver sur les canaux de diffusion dont je vous parlais, donc notamment notre site internet. Alors juste pour vous dire que vous avez une entrée sur la page d'accueil où vous avez une entrée outils et vous allez avoir des items comme ça, Compamed ou autres, qui vont vite. Il n'y a pas besoin de fouiller beaucoup dans le site internet, ça va apparaître. Et donc cette plateforme dont je vous parlais, Ecophyto Zedena Pro, c'est vraiment une accumulation de tout ce qui peut se faire en France et à l'étranger sur la question du zéro pesticide. C'est complémentaire de notre site internet. Et là, beaucoup de choses que j'ai dit sont aussi accessibles par cette deuxième entrée avec une refonte qui est en cours. Est-ce qu'il me resterait un petit peu de temps pour les deux autres sujets ou pas du tout ? 2 minutes, bon, merci. Désimperméabiliser la ville, c'est juste pour vous mentionner le rôle important des sols et des végétaux. Et donc, il y a 3 ans, on a mené une étude, une synthèse bibliographique. L'acronyme, c'est VGEP, que vous pourrez retrouver également sur notre site internet, avec un financement principal par l'ONEMA qui s'est intéressé justement au lien entre le végétal et la gestion des eaux pluviales, la gestion intégrée des eaux pluviales. Il y avait une certaine appréhension de la part des professionnels des espaces verts. Pour eux, c'est une nouvelle technique qui arrive, des espaces nouveaux qui sont en train de gérer. Et donc le but de ce travail, c'était à la fois de créer une passerelle, rien qu'au niveau vocabulaire, parce qu'il y a des notions communes avec des vocabulaires différents entre l'hydrologie urbaine et les espaces verts. Donc c'était de créer une culture commune, et puis de répondre à des questions, des appréhensions sur finalement, est-ce que mon régime hydrique au pied de mon arbre ou de ma plante, il va être différent ?
Est-ce que je vais avoir un grand écart, engorgement l'hiver et grosse sécheresse l'été? Donc un aspect quantitatif, et puis une crainte qualitative, la qualité de l'eau qui arrive au pied du végétal alors qu'avant elle partait dans des tuyaux. Je vous invite à le lire. Globalement, les résultats sont très rassurants, tant quantitatifs que qualitatifs. Ça ne change pas grand-chose en gestion des espaces verts. Il y a juste une question sur les sels de déverglaçage qui demeurent. Enfin, dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, gestion raisonnée de l'arrosage. On a réalisé il y a 3 ans une enquête sur les pratiques pour gérer l'arrosage. Alors, avant l'arrosage, comment on le prévient? Quelles sont les stratégies pour ne pas arriver à l'arrosage? Et quelles sont les pratiques d'arrosage, les quantités? Et par respect du temps, je vais renvoyer aux séances de questions si vous souhaitez en savoir plus pour vous en parler. Mais voilà, il y a un certain nombre de ratios, d'informations. C'est une photographie qu'on a pu faire à un instant T. Il y avait une enquête analogue 10 ans plus tôt. Donc on a aussi des éléments de comparaison sur certaines informations. C'est très intéressant. Je vous remercie.